Je vais donc maintenant passer la parole à Anne-Cécile Robert du Monde diplomatique. Qui essaie de mettre son micro. Voilà. Bonsoir, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps pour qu'on puisse discuter. Je voudrais apporter dans ce débat le point de vue d'une journaliste qui suit les questions internationales et qui par ailleurs a fait du droit dans une vie antérieure. Ce qui fait que je connais un peu les questions qu'a évoquées Chloé concernant l'ONU comme organisation. Je voudrais souligner d'abord le contexte très particulier dans lequel se tient notre discussion. C'est-à-dire nous sommes tous ici des partisans des Nations Unies, vous l'avez compris. Le contexte particulier dans lequel se tient ce débat qui a lieu depuis la naissance des Nations Unies, c'est la très grande crise morale que traverse l'ordre international. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des membres permanents du Conseil de sécurité qui ne respectent pas leurs obligations concernant les droits de l'homme. Je pense évidemment à la question des réfugiés. Et sur le territoire de l'Union européenne, qui était censé être un exemple, compte tenu de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, de construction de l'état de droit, on a aujourd'hui des violations des droits fondamentaux qu'on n'avait pas connues depuis 60 ans. Si vous regardez les témoignages des associations concernant ce qui se passe dans les centres de rétention des réfugiés, on a de quoi s'inquiéter. On retrouve des pratiques, notamment de tri entre les populations, qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. Et ce n'est pas pour faire des effets de tribune un peu faciles que j'attire votre attention là-dessus, c'est parce que, contrairement peut-être aux autres intervenants de cette tribune, je ne crois pas que le problème des Nations Unies aujourd'hui soit un problème de réforme institutionnelle ou de réforme de procédure. Je pense que le problème des Nations Unies est profondément un problème politique. Un problème politique au sens large, c'est-à-dire au sens des valeurs que nous sommes capables de promouvoir en tant que société internationale. Je ne dirais pas communauté internationale parce que je ne crois pas du tout qu'il existe une communauté internationale. Il existe plutôt une société internationale avec des acteurs qui se croisent de temps en temps, qui se confrontent, mais s'il y avait une communauté internationale, on ne serait pas en train de discuter ici, puisque globalement, on serait tous d'accord sur les valeurs à défendre. Donc, c'est cette question politique des valeurs qui me semble être la cause de tous nos maux et non pas les problèmes de procédure. Je prendrai un exemple volontairement provocateur et je sais que Jean Ziegler, qui va intervenir immédiatement après moi, me contredira avec toute la force et la fougue qui est la sienne. Je ne crois pas du tout qu'en supprimant le droit de veto des membres permanents, on réglera quoi que ce soit. Je ne crois pas du tout que le veto, même si je vois bien le problème qu'il pose, soit le problème majeur de l'ONU. Je n'oublie pas, par exemple, et je provoque un peu pour éviter qu'on s'endorme dans la torpeur de la soirée, que c'est la menace du veto français en 2003 qui a sauvé les Nations Unies du déshonneur en empêchant l'ONU d'aller faire la guerre en Irak. C'est bien parce qu'un pays, membre du Conseil de sécurité, avait le veto que les Nations Unies n'ont pas fait cette guerre abominable qui les aurait probablement entraînés dans le chaos. Et c'est bien parce qu'il y a eu le veto qu'on a pu créer les Nations Unies. Il me semble avoir appris ça à la fac de droit il y a quelques années, que si on n'avait pas proposé le veto aux grandes puissances, on n'aurait jamais eu les Nations Unies. Donc ne soyons pas naïfs. Il me semble, pardon d'utiliser ce mot, supprimer le droit de veto, d'abord on n'y arrivera pas, et en plus on ne résoudra rien. En revanche, on pourrait peut-être faire avancer la cause qui nous est chère, c'est-à-dire la construction d'un ordre international promouvant la paix, si on arrivait à construire entre les États membres des Nations Unies une communauté de discussion, un espace public de discussion qui est malmené, comme l'a très bien rappelé Niels Anderson, par le comportement de certaines grandes puissances qui ont, depuis quelques années, systématiquement violé la charte en profitant de la faiblesse de certains autres. Et le défi qui est important aujourd'hui, c'est comment pouvons-nous faire pour retrouver, sans payer le même prix que les générations d'avant, le consensus qui a présidé à la construction des Nations Unies en 1945. On ne va pas évidemment
reconstituer les horreurs qu'on a vécues pendant la guerre pour obliger tout le monde à être d'accord. Mais qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui et quel rôle pouvons-nous jouer en tant que citoyens et intellectuels pour reconstituer une communauté politique, une passion pour les valeurs similaire à celle qu'on a eue il y a 70 ans. Et en gros, pour parler concrètement, comment est-ce qu'on arrive à convaincre les grandes puissances qu'elles ont intérêt à remettre en cause une partie de leur puissance pour construire un ordre commun. Et c'est un peu, et vous m'entendrez rarement défendre l'Union européenne, dont je suis une des plus grandes critiques, mais je dois lui reconnaître, car il faut savoir faire la part des choses, qu'elle nous montre l'exemple d'une communauté d'États qui ont réussi à dépasser des conflits séculaires parce qu'ils ont compris qu'ils avaient intérêt à céder dans certains cas pour gagner dans d'autres cas. Et donc, on a un exemple qui a marché sur le continent européen, même si l'Union européenne est bien critiquable sur d'autres plans, mais elle a au moins donné cet exemple-là. Et c'est donc ce défi qui nous attend aujourd'hui. Et c'est une bataille idéologique, au sens noble du terme, que nous devons mener. Et de rappeler, comme le faisait Chloé Morel à l'instant, que le droit prime la force. Bon, voilà, ça paraît tout bête, mais aujourd'hui, on doit remener cette bataille qui avait été remportée en 1946. Alors, pour ne pas m'étendre trop longtemps, je prendrai un exemple important. On a parlé tout à l'heure de la prévention de la paix. C'est le cœur des Nations Unies. Et pour prévenir la paix, il faudrait peut-être arrêter de mettre le feu nous-mêmes. Lorsque Chloé Morel disait à l'instant fort pertinemment qu'il faudrait que les institutions financières internationales soient sous la coupe de l'ONU, elle a mis le doigt sur un problème fondamental. Ce que nous vivons aujourd'hui et qui rend notre monde si menaçant, c'est bien les inégalités qui ont conduit des peuples à la misère, qui provoquent des flots de réfugiés, qui conduisent des États à s'affronter. Et ça, c'est bien nous qui l'avons créé, ce monde d'inégalités violentes, ces classes moyennes en colère qui votent pour des Donald Trump et qui peut-être demain voteront pour des personnes encore pires que lui, peut-être dans ce pays. C'est bien l'ordre économique international qui a créé cette situation. Donc, ne cherchons pas peut-être midi à 14h, nous avons une bataille idéologique à mener contre 30 ans d'évolution qui nous ont conduits à un monde cynique où l'argent prime tout. On le voit tous les jours à la télévision, sur toutes les télévisions du monde. Ce qui prime, c'est l'apparence, c'est le cynisme, c'est de faire des coups en douce, c'est de gagner de l'argent. Même les publicités, maintenant, on voit des mères de famille qui piquent les goûters de leurs enfants. La publicité, je ne citerai pas le produit parce qu'on ne va pas faire de la publicité. Mais maintenant que je sais la vie que tu mènes, je ne te volerai plus ton 4 heures. Bon, même dans la publicité, on distille, c'est un exemple trivial, on distille du cynisme. Donc cet ordre monstrueux que nous avons construit depuis les années 1980, il faut le combattre et il faut que les institutions financières internationales soient remises à leur place, c'est-à-dire soumises à l'ordre des Nations Unies. Et ça, c'est une bataille idéologique que nous pouvons gagner, puisque le contexte international qui s'ouvre aujourd'hui est un contexte de remise en cause de la mondialisation excessive que nous avons vécue ces dernières années. Alors l'autre chose, et je vais continuer d'être un peu provocatrice, c'est mon rôle à cette tribune, je pense que l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui pour que les Nations Unies soient crédibles, c'est parce que nous avons, en particulier les puissances occidentales se considèrent comme les maîtresses du monde, plus que d'habitude, et elles ont pris depuis quelques années une autre habitude qui est d'humilier certains membres du Conseil de sécurité, et en particulier la Russie. Alors je sais bien que la Russie, que le régime de Vladimir Poutine est un régime qui viole les droits de l'homme. En tant que journaliste, tous les jours, je m'occupe des questions de violation de la liberté de la presse. Donc le débat n'est pas sur la nature détestable du régime russe. Il est détestable, nous le détestons, nous le combattrons. Cela étant, nous ne pouvons pas faire comme si la Russie n'était pas une grande puissance, membre du Conseil permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc si nous voulons sauver les Nations Unies, bizarrement,
il faut qu'on trouve un accord avec les Russes. On ne peut pas être, comme du temps de la guerre froide, dans une politique d'endiguement de la Russie, qui consiste, comme le disait Hubert Védrine l'autre fois, qui n'est pas un gauchiste échevelé, qui consiste parfois à les provoquer sous ses fenêtres, l'ogre russe, comme on l'a fait bêtement en Ukraine. Donc il faut qu'on trouve un accord avec les Russes sans rien céder de nos valeurs, mais au nom de la paix internationale, il faut qu'à un moment donné, et je crois que ce qui se passe en Syrie, où nous devrions tous être du même côté, pourrait être un exemple de ce qu'un bon accord entre membres permanents du Conseil de sécurité, Russie, États-Unis compris, pourrait donner comme contribution à la paix. Parce qu'on est tous les membres du Conseil de sécurité sont opposés à Daesh, et pourtant, ils sont dans au moins 2 camps différents, peut-être même 3. Et la seule raison pour laquelle on est dans cette situation aberrante et qu'on a pris pratiquement 3 ans de retard dans la lutte contre Daesh, c'est qu'on a une politique stupide d'endiguement vis-à-vis des Russes. Et que par ailleurs, la diplomatie française, mais ça serait l'objet d'un autre débat, est entre les mains de néoconservateurs dignes de George Bush, qui font qu'on veut mener des guerres morales au lieu de défendre le droit international. Donc pour résumer et pour conclure, je voudrais insister sur la nécessité de refaire de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire de débattre des valeurs, de mettre les pays du Sud dans ce débat. Les pays du Sud ont énormément de choses à dire sur la défense des valeurs, puisque 70% des opérations de maintien de la paix ont lieu par exemple en Afrique. Donc on devrait donner davantage la parole aux pays du Sud pour construire un ordre international de paix. Et cette grande bataille idéologique, nous ne l'avons pas encore perdue, mais si nous ne faisons pas preuve de lucidité, nous préparons des lendemains assez terribles. Merci. Bien, écoutez, je voudrais remercier Anne-Cécile Robert qui nous a dit qu'elle allait jouer le rôle de provocatrice, mais enfin, devant un public tout de même assez averti, on a tenu le choc. Je pense que de ce point de vue-là, ça ira. Non, ce qui me paraît intéressant, c'est l'idée qu'il faut réformer les valeurs. Or, on sait, dans l'histoire des Nations Unies, qu'à 2 reprises, on a eu ce grand moment dans le monde. C'est après la guerre de 14 et la création de la Société des Nations, et après la guerre de 45, quand l'ONU s'est créée. Aujourd'hui, on assiste, tu l'as dit, à la crise de la société internationale, qui n'a plus de valeur. Peut-on arriver à refonder les valeurs sans arriver aux drames qui ont conduit à la création de la SDN et des Nations Unies? C'est un peu ça la question qui est posée. Je pense qu'on peut sentir la provocation de cette façon-là.